De retour dans Politica pour cette deuxième partie consacrée à l'élection présidentielle en République de Djibouti. Alors 6 candidats dont le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, sont en lice pour ce scrutin prévu le 8 avril prochain. Avec nous pour en discuter, nous recevons Monsieur Alexis Mohamed, chargé de mission du président sortant. Monsieur Mohamed, soyez le bienvenu. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Maki Oumed Gaba, représentant de l'USN en France. Monsieur Oumed Gaba, bienvenue. Merci. Alors, 6 candidats sont donc en lice pour ce scrutin. Ils battent tous actuellement campagne pour tenter de convaincre les électeurs. Sans plus attendre, découvrons les messages de campagne de certains de ces candidats. Je suis debout pour l'unité nationale et il ne faut pas que vous dormiez. C'est pourquoi j'appelle les Djiboutiens à se donner la main pour le développement du pays. Notre pays, Djibouti, est un havre de paix, un pays stable avec un peuple uni. Et grâce à cette unité, mais également à notre position géostratégique, beaucoup d'investisseurs s'intéressent à notre nation et engagent de grands projets car ils ont confiance en notre stabilité politique. Ce que je reproche à sa gouvernance, c'est qu'avec les ressources qu'il y a dans le pays, que les gens restent dans la misère, que la population reste dans la misère. Donc, aujourd'hui, moi je peux vous dire que chaque famille, avec les ressources qu'il y a, chaque famille peut en bénéficier au moins de 50 000 francs de Djibouti par famille, si on distribue équitablement les ressources qui existent. Je promets revoir à la hausse les salaires dans l'administration dès ma venue au pouvoir. Car les fonctionnaires ne sont pas du tout épanouis alors que l'État a les moyens pour vous proposer une vie décente. Le budget avoisine 150 milliards de francs Djibouti. Que fait toute cette somme pour que les fonctionnaires soient misérables? Nous allons unis, tout devient possible. Rassemblez-vous. Les Obokois et Obokoises qui se divisent n'auront rien du tout. Il faut se rassembler pour gagner gain de cause et le développement sera assuré si le peuple djiboutien dans son ensemble me choisisse à la magistrature suprême. Alors, Monsieur Mohamed, nous venons de le voir, 5 candidats affrontent le président sortant. C'est la première fois qu'autant de candidats se présentent à une présidentielle. Est-ce que, selon vous, c'est le signe d'une bonne démocratie en marche ou bien la volonté d'un changement ? Non, c'est là et la preuve qu'aujourd'hui, malgré la promotion de certains qui ont voulu boycotter justement cette élection-là, c'est la preuve qu'aujourd'hui, autant de candidats, c'est la preuve que la démocratie est là. Malgré le début d'une contestation en ce qui concerne la CENI qui a été bien évidemment abordée dans les questions incluses dans l'accord cadre, aujourd'hui, la preuve est que nous avons une CENI qui garantit justement la transparence de cette élection, d'où la raison pour laquelle nous avons autant de candidats. Monsieur Oumed Gaba, vous partagez cet avis ? Malheureusement pas du tout. J'aurais aimé partager cet avis, mais je ne le partage pas du tout parce que ce n'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a pas de démocratie à Djibouti et je pense que Omar Guelleh n'est pas prêt pour accepter la démocratie à Djibouti, malgré les élections qui se déroulent actuellement à Djibouti. Donc les élections de Djibouti aujourd'hui, elles sont organisée, parce que c'est une échéance classique, c'est un agenda du président de Djibouti, c'est pas un agenda de l'USN, si bien que l'USN, certains y participeront, d'autres n'y participeront pas, mais il reste un agenda qui est extérieur au projet de l'USN, qui lui est faire aboutir la démocratie à Djibouti contre cette dictature de Djibouti qui dure depuis maintenant 38 ans. Et comment l'USN compte donc, si même au sein de votre formation vous êtes divisé, comment est-ce que l'USN propose un changement concret ? L'USN regroupe des hommes et des femmes de conviction. Certains sont persuadés qu'il faut absolument participer à cette élection, puisque malgré les fraudes qui sont prévisibles, sachant que le système est tel
tellement verrouillé que même des jeunes, nous l'avons vécu en 2013, même des jeunes du parti gouvernemental sont prêts dans le secret de l'isoloir à voter pour l'opposition parce qu'ils veulent un changement. Ce n'est pas possible pour beaucoup de Djiboutiens que le même pouvoir perdure depuis 38 ans, puisque Omar Guelleh prend la suite de son oncle. Donc en tout, ça fait 38 ans depuis l'indépendance qu'ils sont là, cette famille au pouvoir. Et de même, l'USN qui ne souhaite pas participer aux élections, elle aussi, elle a sa part de raison et de conviction, puisque un système verrouillé comme ça, il y a peu de chances qu'une CENI totalement à la botte du régime, il y a peu de chances que la CENI reconnaisse la victoire de l'opposition. C'est pourquoi les convictions de part et d'autre sont toutes légitimes. Mais il reste le socle de l'USN, qui est que cette péripétie électorale d'avril 2016 ne doit en aucun cas toucher à cette union de l'opposition djiboutienne qui, depuis 2013, a montré que c'était la seule voie à maintenir, à capter, à garder pour qu'on se débarrasse de cette dictature et que la pression puisse être portée dans la rue. Monsieur Mohamed, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette candidature du président sortant est la candidature de trop ? La candidature de trop, tout dépend de quel camp on est. Moi, je pense que déjà pour rebondir un petit peu sur la question de l'USN, en ce qui concerne les propos de Monsieur Oumed Gaba, qui nous dit que l'USN représente du moins jusqu'à aujourd'hui une unité d'ensemble et une alternance, ce qui est totalement faux, puisque aujourd'hui nous voyons la forte division et les dissidences qu'il y a au sein de cette USN, qui est d'ailleurs sondée en plusieurs parties. Aujourd'hui, l'USN est un cadavre à la renverse, avec 3 têtes, comment dirais-je, à son niveau, entre un président qui se prétend président d'un parti, qui est M. Mohamed Daoud Chihim, président d'un OPNI, d'un objet politique non identifié. À côté, vous avez M. Almi Kharé, qui est le deuxième candidat également de l'USN, un néandertal qui ne répond pas du tout aux standards politiques de ces pays, et la troisième tête qui est celle de l'ex-porte-parole de l'USN, qui d'ailleurs est le premier élément appelé au boycott de cette élection-là, qui est président d'une mouvance qui est actuellement illégale à Djibouti, qui reste d'ailleurs un détail dans l'histoire politique de ces pays. Donc il est totalement faux aujourd'hui de prétendre que l'USN incarnait justement une alternance, alors que cette dissension au sein justement de cette coalition à plusieurs têtes aujourd'hui prouve qu'il y avait dès le départ une imposture politique, et les mobilisations qui ont eu lieu en 2013 lors de législatives à Djibouti n'étaient en aucun cas une adhésion politique, permettez-moi, une adhésion politique justement aux législatives, mais c'était plutôt une expression populaire due à une frustration sociale sur laquelle, bien évidemment, il y a matière à faire encore des efforts sur la question économique, sur la question sociale, etc. Donc, prétendre que l'USN incarnait une alternance, à mon avis... En tout cas, Monsieur Mohamed, pour en venir au processus électoral, est-ce qu'il n'y a pas quand même, selon vous, des brèches qui permettent des fraudes, comme l'a souligné Monsieur Oumed Gaba ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, si l'USN, du moins les candidats de l'USN et d'autres candidats libres d'ailleurs participent à cette élection, c'est que quelque part il y a une garantie dans la transparence en ce qui concerne cette procédure électorale. Sinon, personne ne participerait pas. Donc il est, à mon avis, je pense que la CENI, comme d'autres choses d'ailleurs, furent un faux débat dans la question du processus électoral, parce que c'est l'arbre qui cache en fait la forêt, notamment l'absence de tout projet politique de la part de ceux qui se prétendent aujourd'hui alterner l'alternance. Excusez-moi, justement, en parlant de projet politique, Monsieur Oumed Gaba, quel est le projet politique actuel de l'USN, notamment dans les questions économiques ? Alors, je reviendrai rapidement sur le projet politique. Je voudrais répondre très rapidement à M. Alexis. M. Alexis perd sa patience. Il est en train d'injurier les personnalités de l'USN qui sont dans l'opposition et qui ont mobilisé Djibouti effectivement contre la dictature qu'aujourd'hui il prétend soutenir.
Et cela n'est pas possible aujourd'hui voilà, ne soyons pas un peu de courtoisie dans le débat. Ne soyons pas dans cet axe de Monsieur Mohamed Gaba, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de dictature s'il y a un processus électoral? Alors, est-ce que c'est pas paradoxal le processus électoral tel qu'il existe aujourd'hui, il a été lancé par l'USN, puisque l'accord cadre du 30 décembre 2014, qui n'a pas été appliqué à ce jour, a été à l'initiative de l'USN. C'est l'USN qui a proposé, en décembre 2014, de trouver un accord cadre pour que l'USN accepte d'intégrer l'Assemblée nationale telle que les résultats étaient affichés par le pouvoir, et en échange, pour que les prochaines élections à venir, quelles qu'elles soient présidentielles ou autres, soient bien faites, que la CENI notamment et un statut de l'opposition qui lui permet de travailler à peu près correctement soit adopté. Or, ça n'a pas été fait. Si malgré cela, l'USN a voulu, pour certains, participer aujourd'hui aux élections 2016 et pour d'autres n'a pas participé, je vous ai expliqué, ce sont des convictions qui s'opposent. D'un côté, on ne participera pas parce qu'il y aura des fraudes prévisibles, donc il y a peu de chances que les résultats soient connus. De l'autre côté, on participera parce qu'aujourd'hui, comme en 2013, tellement la rue ne veut pas de ce gouvernement qui dure depuis 38 ans, qu'il est possible qu'une surprise, qu'on puisse gagner quand même. Donc les deux légitimités existent, les deux convictions existent. Le projet économique de l'USN. Djibouti a la chance d'être un pays qui est au confluent de tant de monde oriental, africain, voire occidental aujourd'hui. Hein, et cette manne financière, cette manne de rentrée d'argent de Djibouti est de nature à suffire largement à la population de Djibouti qui n'est pas d'1 million d'habitants. Or, nous sommes face à un régime avec Ismaël Omar Guelleh, chef de l'État, chef de gouvernement, donc qui est aussi responsable comptable de la politique économique. On est en face d'un dictateur, le mot doit être dit, qui utilise Djibouti pour son intérêt personnel, comme une entreprise privée. Par rapport à cela, le projet économique de Djibouti sera évidemment d'amplifier, de stabiliser et de sécuriser tous ces développements économiques que nous avons observés, notamment développer la relation économique avec la région et en échange faire participer aux Djiboutiens davantage qu'aujourd'hui ils le font, puisque aujourd'hui cette rente ne participe à personne d'autre que le pouvoir et les amis du pouvoir. Très bien, on va rebondir dessus. Alors, Monsieur Mohamed, justement, comment expliquer que ces rentes-là ne se concrétisent pas forcément dans le panier de la ménagère djiboutienne? Non, ça, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que Djibouti est parti quand même de très loin. C'est-à-dire qu'en 1977, la France nous a concédé ce que j'ai toujours appelé un rocher nu pour un pays qui n'est produit aucune richesse, qui ne vit que de l'économie basée sur le service. Il y a quand même beaucoup d'argent injecté dans l'éducation, dans la santé et tout ce qui s'ensuit, dans les politiques sociales, etc. Et donc il ne faut pas croire que l'unique rente justement des bases militaires, qu'elles soient américaines ou françaises, suffisent à cela. Donc c'est un mensonge extrêmement fallacieux de la part de l'opposition, considérant qu'il y a autant de richesses aujourd'hui qui ne bénéficient pas du tout aux citoyens. Il y a des efforts bien évidemment à faire en matière de diversité de notre économie, bien évidemment, également sur la question de politique sociale, etc. Il y a une croissance de 10% à peu près, mais cette croissance-là ne peut pas être aujourd'hui partagée dès lors qu'il y a quand même, comment dirais-je, des emprunts à rembourser, puisque au-delà justement ce que je venais de vous dire à l'instant, au-delà de rente de location ou de rente des bases militaires, nous avons besoin également des emprunts. Mais néanmoins, je pense que spéculer sur la frustration sociale est à mon avis un mensonge politique et également dangereux pour la stabilité du pays quand on sait et quand chacun sait la réalité économique de Djibouti. Mais après plus de 30 ans au pouvoir, qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir une alternance justement pour diversifier les politiques?
On a vu que l'alternance a donné lieu à une imposture politique. Je pense qu'il serait beaucoup plus intelligent, peut-être, dans les années à venir, parler en tout cas, après ces mandats-là, si le président de la République sera bien évidemment élu, d'une transition qui permettra à l'ensemble des acteurs peut-être politiques de se rassembler de manière à préserver la stabilité de notre pays. Et je pense que l'alternance est évoquée partout en Afrique, mais est-ce que pour autant, les gens qui veulent interner ont la capacité et les compétences également requises de manière à pouvoir porter à la fois des politiques économiques et sociales. Comme je disais tout à l'heure, je m'en excuse, ce n'était pas du tout une insulte directe envers qui que ce soit, mais quand je dis qu'il y a des personnalités soi-disant politiques qui ne répondent pas aux standards de ces pays, aux standards politiques, notamment M. Elmi Omar Khere, qui ne parle aucun mot français, etc., et qui veut prétendre également à la magistrature suprême, est quand même un handicap. Il faut souligner qu'il y a plusieurs langues officielles à Djibouti, pas seulement le français. Oui, mais la langue officielle est quand même le français. Il faut se le dire. Ça dépend avec quel pays on entend traiter. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Ahmed Gaba, bien sûr, Djibouti, il faut quand même le reconnaître, se pose quand même en pôle de relative stabilité dans la sous-région. Vous ne créditez pas cette stabilité au régime du président Gallet? Nous créditons la stabilité de Djibouti, une stabilité relative de Djibouti aux besoins qu'ont les représentants de la communauté internationale, française, américaine, japonaise et autres, de Djibouti. Or, l'USN, ce que propose l'USN, c'est que cette stabilité relative aujourd'hui, puisque la population djiboutienne est très... Laissez-moi finir. La population djiboutienne est dans la rue, la révolte populaire est dans la rue. Puisqu'elle a trois têtes aujourd'hui. Qui l'USN? Mais il n'y a pas toute l'USN. Toute l'USN est dans la rue. Toute l'USN est dans la rue. Depuis 2013 et bien avant 2013, il y avait l'UAD dans la rue en 2011. En 2011, il y a eu 40 000 Djiboutiens dans la rue à l'appel de l'UAD. Depuis 2013, c'est l'USN qui a ce travail de mobiliser les Djiboutiens dans la rue pour canaliser, pour leur proposer de suivre un schéma organisationnel pour arriver à la démocratie pacifiquement. Or, si le gouvernement de Djibouti met systématiquement des bâtons dans le roue de l'USN qui souhaite aller à une démocratie progressivement et méthodiquement, alors cette révolte populaire ne sera pas continue et alors la stabilité tant souhaitée par la communauté internationale sera perdue. Donc voilà, donc c'est au contraire de ce que vous disiez, ce n'est pas l'USN qui remettra en cause la stabilité, mais le gouvernement qui, s'il continue comme ça, remet directement en cause cette stabilité tant investie, laissez-moi finir, tant investie par la communauté internationale, parce que la communauté internationale a besoin effectivement de Djibouti, ce dont nous sommes fiers. Djibouti, nous, à Djibouti, nous sommes fiers que la communauté internationale ait besoin de Djibouti, que Djibouti garantisse à la communauté internationale une paix dans cette région du monde. Et cela, c'est un engagement de l'USN. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Gaba. Monsieur Mohamed, oui, rapidement, avant de terminer. Très rapidement. Monsieur Ahmed, vous êtes vraiment très loin des réalités. Ça fait plus de 30 ans que vous n'avez pas mis le pied à Djibouti. Et donc vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous acquérir d'une réalité qui vous est extrêmement loin. Monsieur... J'ai été à Djibouti récemment et quand j'ai été, c'était pas pour aller changer de casquette. Merci beaucoup. Parce que Monsieur Alexis était d'un autre il n'y a pas si longtemps. Monsieur Maki Ahmed Gaba, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie également, Monsieur Alexis Mohamed. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Place à présent à une pause de publicité et nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous parlerons de la présidentielle au Gabon.